Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine, mes hommages. Et on salue les gens de l'Outaouais, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, tout le monde qui nous reçoit. Je donne tout de suite le numéro de téléphone, j'annonce le sujet, mais Pierre, vous allez nous parler de certaines de vos réflexions. Alors, je donne le numéro de téléphone tout de suite, 790-0224, 1-800-667-5241. Aujourd'hui, on parle des divorces à répétition. On observe dans les statistiques, c'est Statistique Canada qui le dit, qu'on en est rendu pour plusieurs d'entre nous à 3 divorces. Oui. Alors, c'est notre sujet. Que doit-on apprendre de ça? Avant d'éplucher ça un peu plus, oui. Un petit mot, parce que ça m'était demandé par courriel là, quelles sont mes hypothèses pour expliquer le comportement du petit Jeff Wise, ce petit Amérindien dans le Minnesota qui a tué 7 personnes puis blessé 15 autres. Soit dit en passant, il s'est emparé de l'arme de service de son grand-père policier. Alors, pour les amateurs du contrôle des armes à feu aux États-Unis, vous allez être bien désappointés. Il s'est pas procuré une arme de guerre, puis même pas une arme de chasse. Bon. Ceci étant dit, dans le journal ce matin, il y a un nommé Robert Cadotte, un psychologue, qui émet une hypothèse que on pourrait expliquer le comportement de Jeff Wise parce qu'il s'est vengé du fait qu'il était rejeté par les autres tsunamis. Oui. C'est pas l'hypothèse la plus plausible, mon cher Robert. Si tu étais psychiatre, tu saurais qu'à 16 ans, 15 ans, c'est le début d'une terrible maladie psychiatrique qu'on appelle la schizophrénie. Et ça peut expliquer beaucoup mieux tout le comportement bizarroïde et extrêmement ravageur de ce jeune-là, de ce jeune Amérindien. Le mot magique, schizophrénie. Il y a des employés scolaires selon Agence France-Presse, qui auraient déclaré que le petit garçon y était désorienté et semblait paumé. Oui. Alors, faut pas être un grand devin pour soupçonner une psychose derrière le comportement de ce jeune-là. Autrement dit, ça se pourrait très bien que lorsqu'il croyait que Hitler, il faisait l'apologie d'Hitler et qui était inspiré par le Troisième Reich, il se pourrait très bien que le petit bonhomme était paranoïde, était délirant. Oui. Et etc. Mais le phénomène je veux juste dire ça. Oui, mais Pierre, c'est une piste qui est très valable, mais pour des adolescents de 14, 15, 16 ans qui voient des comportements comme ça, eux sont pas capables d'identifier. Et quand on dit c'est un rejet, la maladie fera en sorte qu'il soit rejeté. Ce serait comme une conséquence de la maladie. Oui, cher psychologue, les maladies psychiatriques, ça existe. La schizophrénie commence à la fin de l'adolescence. C'est une maladie qui est terriblement ravageuse. Et si elle n'est pas d'ailleurs, le père de ce garçon-là s'est suicidé il y a 4 ans. Le taux de suicide est au-delà de 10% pour ceux qui souffrent de schizophrénie. Oui. C'est pas de la petite bière, là. D'où l'importance d'être conscient de cette maladie-là. Et lorsqu'on a des proches qui deviennent bizarroïdes, désorientés, paumés, on les prend et on les amène dans une urgence ou chez le médecin. OK? Il aurait dû y avoir un suivi. Oui, comme vous dites, l'histoire du père qui s'était déjà suicidé, ça mettait sur une piste, ça. Janine, oui. Éditorial extraordinaire de Katia Gagnon dans la presse ce matin. Beau travail, beau résumé. Soulève plusieurs points concernant le débat actuellement qui veut, chez certains du moins, l'extermination de l'école privée. Et elle a des suggestions à faire. Concernant les écoles publiques. Et c'est à prendre, elle en a 6 très rapidement. Le premier, limiter le nombre d'élèves qui connaissent des difficultés graves dans chaque classe afin de relever le niveau de la classe. Oui. Elle a tout à fait raison. Faut pas en avoir trop de ça. Au lieu de les concentrer. Non, ne pas en avoir trop dans une classe ordinaire. C'est ça. Parce que ça va abaisser le niveau de tout le monde. C'est le nivellement par le bas. Maintenir les classes de cheminement particulier, où sont rassemblés les élèves les plus en difficulté, pour pas ralentir tout le monde et foquer l'évolution de tout le monde. Troisième point, dans les écoles publiques, elle suggère l'encadrement des élèves. Un petit peu gênant. Quatrièmement, convention collective bétonnée mur à mur pour les profs, pas toujours bon, puis dans plusieurs coins du Québec. Cinquièmement, écoute-moi ça. Introduire dans les écoles publiques des activités sportives et culturelles qui passionnent les élèves. Élémentaire, Watson. 6e point,
6e point, Oui. introduire dans les écoles publiques des activités parascolaires qui jouent un rôle important. Dans la popularité du privé. Oui. Les activités culturelles et sportives, mais en dehors, tu sais, la promotion, les équipes, là, par exemple, à Cap-Rouge, là, ils ont une équipe de hockey, puis ils ont une équipe de football, puis une équipe de basket, puis là, il y a de la compétition entre les écoles, puis à tout instant, tu vois ça, là, dans le journal, le nom des écoles. Hey, le public, pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez, faire quelques cossins comme ça, s'il vous plaît? Ça vient pas de moi, ça vient de Cathy Gagnon. Bon. Alors voilà, si vous voulez. Pour améliorer notre système Bravo public. à Mme Gagnon. Et Pierre, notre sujet aujourd'hui. Alors. C'est ça, des divorces à répétition. Oui. Statistique Canada publiait ça cette semaine, la semaine passée. Oui. Les personnes vivent des divorces répétés. Oui. Autant les hommes que les femmes, ça augmente. On en est rendu à 2 Ben là, divorces, autant que les 3 hommes que les divorces. femmes. Oui, parce qu'habituellement, il n'y a pas grand monde qui est marié avec la chienne du voisin ou la truie du voisin. Mais les mariages sont toujours entre un homme et une femme. c'est pas nécessairement. Fait que Tu vas pas nécessairement te remarier, là, c'est ça. C'est parce que c'est juste vraiment Ouais, des mais divorces pour chaque homme qui se officiels. divorce, habituellement, il y a une femme qui va se divorcer aussi. Et pour chaque homme qui se remarie, ben. Il n'y a pas faut- nécessairement une femme qui veut se remarier. Oui, mais c'est avec là une femme que ça diverge. qui va se remarier, comprends-tu? Ça a des bonnes chances d'être pas loin. Oui. Mais il y en a. C'est comme l'infidélité, c'est-à-dire 80% des hommes sont infidèles, puis 20% des femmes. Non, là, arrêtez, là, c'est pas avec la truie du voisin qui a fait ça, c'est avec une femme. Mais c'est qu'il y en a qui. Tu comprends? Dans le Oui, temps je qu'on comprends donnait très ce bien. genre de statistiques-là, là, fallait pas être tellement brillant pour dire, y avez-vous pensé? Mais il y en a qui divorcent et qui ne se remarient pas. là. C'est juste des chiffres officiels. Dans les deux C'est juste camps. ça. Dans les deux camps. C'est ça, dans les deux camps. Mais quand ça se remarie, Parce qu'on parle de mariage vraiment. Là, Oui, ici. oui. On rentre dans le moule, non seulement en concubinage, mais on rentre, on se remarie. C'est juste pour ça. Oui, oui. Non, parce que ce que vous dites, c'est sûr. Pour chaque homme qui triche, il y a une femme qui est là. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un pourcentage, par exemple, qui vont au pute. Ça, c'est vrai. Ils vont pas se remarier. Alors, mais sais-tu qu'ils peuvent fausser les statistiques? Il y a peut-être un 20% qui vont au pute. Et je sais pas, on n'a jamais tellement établi ça. Quel est le pourcentage des hommes qui sont allés au pute au moins une fois dans leur vie? Mais quel est le rapport avec l'union? Tu peux aller au pute, par exemple, Non, mais je parlais de l'infidélité. Je parlais de Oui, l'infidélité. oui. OK. Non, OK. non, dans le... À ce moment-là, tu diminues le nombre de femmes. Non, d'un divorce, là, c'est sûr que ça va être à peu près la même chose dans le même camp, là. Mais il y a des données, en tout cas, qui ressortent, pas beaucoup, mais une donnée, entre Oui. autres, on dit que le taux de divorce était le plus élevé chez les couples mariés depuis 3 ans. Ce serait une période critique, Oui. et ça flanche. Oui. Correct? Oui. Ça, c'est ce qui ressort. Et après 3 ans, les risques de divorce fléchissent progressivement pour chaque année additionnelle de mariage. Oui. Ça, ce sont des données. En 2003, il y a eu 70 828 divorces, et c'est en Ontario qu'on a le plus divorcé dans une marge assez importante, alors qu'au Québec, en 2003, il y avait 16 738 divorces. En Ontario, c'est 27 513. Qu'est-ce qu'il y avait également? Oui. Un nombre de divorces est demeuré stable. OK. Maintenant, on divorce plus. les remariages, oui, c'est que il y a une dimension à ne pas oublier là-dedans. Et ça, c'est pas souvent soulevé. C'est les redivorces. C'est pas que ça répète, là. Oui. Tu te remaries. Il y a des ça. divorceux professionnels. Il y en a plusieurs, là, ça, dans le divorce. Ça sont rendus dans le 3e, dans le 4e. Tu sais, arrêtez, là. Tu sais, c'est important qu'on en parle de ça, là. Quel est l'avantage à ce moment-là? Quand ça fait 2 C'est fois... Elisabeth Taylor, 7. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qui l'a pris par l'épaule, qui a dit, ouh, as-tu toute ta tête? Tu sais, 7 divorces, là, arrête. Mais, Pierre, Oui. là, on parle strictement de divorce ici. Oui. Mais il y a toute cette autre proportion de couples qui vont se séparer, qui sont pas mariés, qui sont conjoints de fait, et c'est le même phénomène qui se produit. Mais tu te réengages très rapidement. Ben oui, ben là, Bon, c'est ça. Après, correct. il y a un problème. Toi, divorcé, marié ou conjoint de fait. C'est drôle, hein, tu as mentionné 3 ans comme étant une des fréquences de mariage qui va être la plus exposée au divorce. Oui. Au bout de 3 ans, c'est fragile pour plusieurs. Et j'oserais avancer le chiffre 3 comme étant aussi un chiffre là, pour commencer à réfléchir pas mal. Tu sais, 3e divorce, 3e séparation, 3e vie commune, là tu commences à te poser des questions. Pourquoi ça Alors là, flanche? c'est là que l'autocritique prend toute sa valeur. Oui. Prend toute sa valeur. Que s'est-il passé? Au début, premier divorce, tu dis c'est l'autre.
OK? Au deuxième, tu commences à avoir des doutes, puis au troisième, tu peux effectivement te dire, là, j'ai un problème. C'est moi qui ai de la difficulté à vivre en couple. C'est moi qui ai de la misère à... C'est pas automatique, là, mais ça pourrait ressembler à ça. Puis il y a l'autre... La première fois, on peut mettre beaucoup de blâme sur l'autre. La deuxième fois, on peut se partager le blâme. Oui. Et la troisième fois, là, dans la plupart des cas, on aurait avantage à s'en attribuer un peu plus que lors de la première fois. Le constat qui peut être fait, c'est que sans ça, être hermétique, pas par fait. exemple. Tu comprends? Oui. Sans être hermétique, là. Alors, je suis pas fait. Au bout de 3, je peux te dire, je suis pas fait pour vivre de cette façon-là. Puis il y a une autre histoire, Pierre, la fameuse hypothèse où tu retombes toujours dans le même modèle de conjoint ou conjointe. Ouais. Tant que tu n'as pas compris, tu es attiré, c'est comme un aimant, même si les corps sont très différents. C'est là que tu vois l'inconscient. Hein? Et fait que tu amènes un bon point. L'influence de l'inconscient sur le choix des partenaires. C'est très fort. Et effectivement, il y a un pourcentage d'adultes complètement livrés à leur inconscient lorsque vient le temps de s'encoquiner. Tu as tout à fait raison. Mais ça prend 3 ans. Et Freud avait raison avec l'inconscient. Là. Il y a des personnes qui réalisent après 3, 4, 5 unions, vie commune, mais comment ça se fait que c'est toujours le même nombre, le même genre de personnes que j'attire? Mais c'est trompeur, Pierre, parce qu'en apparence, elles sont toutes différentes, ces personnes-là. Elles ont tous des... Tu sais, au premier coup d'œil, là, tu rencontres quelqu'un, il te plaît. Le précédent avait les cheveux noirs, lui est blond, c'est un costaud. Tu sais, les apparences sont différentes. Là, je m'en vais vers autre chose. Non, mais regarde, c'est pas là que ça se joue, là. Conviens-tu que une jeune de 17 ans là, qui parlerait comme tu viens de le faire, on pourrait comprendre. Mais une femme de 35 ans, 40 ans, là, tu sais, qui se fie à l'apparence extérieure pour dire oui, mais ils sont pas pareils. Il y en a un qui a les cheveux noirs, puis l'autre a les cheveux blonds. Donc, je simplifie énormément. Non, mais écoute, tu simplifies, mais ça reflète une partie de cette réalité-là. Et oui, mais dans le temps, ils étaient pas pareils, mais un était petit, mais l'autre est gros. Ben oui, mais c'était deux tarlats qui avaient la même personnalité, par exemple, ou qui avaient des habitudes de vie similaires. Puis, tu peux te dire, je vais de quelqu'un paresseux, OK, je veux plus jamais être associé à quelqu'un de paresseux, tu te retrouves avec quelqu'un de très travaillant. Tu dis, oups, j'ai fait un bout. Là, je suis pas tout à fait... Oui. Et les difficultés quand même surviennent. Non, mais Janine, c'est pas un point ou un trait de caractère qui peut être assurant. La vie ou la personnalité ne se résume pas à un seul trait de caractère, comme être vaillant ou paresseux. Mais si tu analyses, tu dis, bon, j'ai analysé ce que j'ai vécu, par exemple, dans une réunion... Je vais te mentionner, il y a des individus, à un moment donné, j'avais connu 2 personnes qui faisaient vie commune. Et l'homme paraissait paresseux. Il était là, il bougeait pas vite, il parlait pas vite, puis il faisait tout lentement. Oui. Et cet individu-là, malgré ses apparences, a réussi à se faire vivre toute sa vie. Oui. A réussi à maintenir son emploi, a réussi à maintenir le même emploi, qui était un emploi en informatique. Et il était assez créatif, malgré des dehors là, de grande lenteur. Beaucoup l'auraient qualifié de paresseux. Okay. Il allait pas vite, mais il allait. Un nonchalant, mais persévérant. Il faut faire attention quand on évalue les personnes sur des choses comme ça. Non. Et à première vue, il paraissait pas bien. Mais il faisait son petit bout de chemin tranquillement. Il allait moins vite qu'un autre, c'est vrai. Et puis il était pas vif. Alors, tout ça pour te dire que de juger quelqu'un sur un trait de caractère... C'est nettement insuffisant, c'est clair. Retrouver. Alors, Pierre, on va être obligé d'aller aux informations. Okay. 790-0224, 1-806-67-52-41. Les divorces à répétition, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Bon, alors, les divorces à répétition, les séparations à répétition, parce que même les gens qui vivent des relations de conjoints de fait, il y en a c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, s'interroger sur les raisons qui font qu'on n'est pas capable. Puis vous avez parlé des traits de caractère. Si on se donne le temps, on se donne une chance. Si tu sors avec quelqu'un avant d'aller vivre sous le même couvert, là, sous le même toit, 3 ans, 4 ans, tu as le temps de voir la personne dans différentes situations et de voir différents aspects de sa personnalité ressortir. Tu sais, quand t'es pas psychologue ni psychiatre, tu peux voir, hein? Et après, le quotidien, c'est une autre paire de manches. J'aimerais ça qu'on fasse des études, parce que dans le temps qu'il y avait des longues fréquentations, avant le mariage, oui.
Il fut une époque, jadis naguère, où on pouvait se fréquenter pendant des années. Oui. Et j'ai l'impression que les mariages les plus pourris suivaient généralement des très longues fréquentations. Mais Pierre, il y avait une nuance, c'est qu'il n'y avait pas d'exploration sexuelle durant ces longues fréquentations. Et il manquait un gros pan de l'intimité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il se cachait, il y avait beaucoup de vices cachés qui savaient s'abriter derrière de longues fréquentations. Oui. Puis c'est vrai que c'était un piège, un méchant piège. Oh. Mais aujourd'hui, on a cette dimension-là. C'est rare les gens qui vont sortir ensemble pendant 3-4 ans qui vont pas explorer la sexualité ensemble. Il est aussi fréquent d'entendre des individus nous dire, tant qu'on se fréquentait, c'était bien notre affaire. Oui. Dès qu'on a fait vie commune ensemble, Oui. ou dès qu'on s'est marié, il y a eu un changement radical dans les jours suivants. Et c'est particulièrement vrai pour beaucoup de femmes. Alors, sur quoi tu Des fais changements base? radicaux de comportement. Oui. Et il y a les hommes jaloux aussi. Il y a des hommes qui ont pu se retenir pendant des années, des mois, quelques années, des jaloux morbides. Et l'heure et la minute qui réussissent à mettre la main sur quelqu'un, en l'espace de quelques semaines, le comportement est complètement transformé. Alors tout ça existe. Alors la relation, elle dure 3 ans, puis au bout de 3 ans, c'est insupportable et ça saute. Ouais. C'est ça. Donc il y a eu une cachette, là. Même si t'es sorti avec la personne pendant 4 ans, tu penses avoir un bon portrait, ça a l'air d'aller bien, tu t'engages. Et dans bien des cas, il y a eu vie commune, et c'est souvent lors des séparations qu'on découvre les vraies natures des individus. Régulièrement, je constate à évaluer du monde que c'est lors des séparations qu'on voit vraiment des traits de caractère qui avaient été très bien camouflés jusque-là. Ouf. Alors, on va à notre premier appel. Denis, bonjour. Bonjour, Bonjour, Denis. ça va bien? On vous écoute. Oui, le dernier voulait frapper sur le clou, la séparation, les traits de caractère. Moi, je veux juste vous expliquer mon cas. J'ai été marié avec une demoiselle, je vous appelle de Vancouver. Je vous écoute chaque jour. Oui. Oh, Par ouais. Internet, Denis. Oui. Vous appelez de Vancouver? Oui. Oh, je suis au bureau, je suis à mon travail. Il fait chaud là-bas, Denis. Ah oui, ben, bravo. Oui. Ah oui. Allez, ne tournez pas le fer dans la plaie. On vous écoute. J'ai été marié avec une femme de Montréal. Oui, Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. oui. J'ai été... je m'ai considéré son bouffon numéro 2. Oui. Il a eu un enfant de 14... Quand j'ai rencontré la femme, Oui. avait un enfant de 14 mois, a été avec un autre monsieur Oui. dans le temps. Puis on travaillait dans le même bureau. J'avais Oui. 30 ans. J'étais célibataire. Puis un petit clin d'œil, ça a fait monter les hormones. Mhm. Puis... Pas grand-chose hein, pour un homme qui est privé de je me sexe. concentrais sur mon carrière. Puis, tiens, Oui. mais... Vous étiez trop concentré sur votre carrière. C'est pour ça que vous étiez vulnérable. C'est intéressant, ça, on y reviendra. À 30 ans, célibataire, vous faites un petit clin d'œil, monsieur, puis là, poum, Ouais. ça lève. Ça lève, puis sauve-moi, mon chum, il me bat, il fait tout ça, puis Ben oui. le grand talent que je suis, j'ai été. Alors, elle fait directement appel à 2 instincts en partant, l'instinct sexuel et l'instinct de protection du mâle. Ouais, Elle est très habile, effectivement. ouais, elle savait exactement qu'elle fait. Oh oui, ça va ce que c'est pas Ah, tout. Il y en a quelques-unes qui sont dégourdies là-dedans. Là. Ah oui, hey, elle est rendue avec son bouffon numéro 5, là. Oui. Puis j'ai 2 enfants mêlés dans cette affaire-là. Oh, aïe. Vous avez eu 2 enfants avec? Non, quand je l'ai rencontré, elle avait un enfant Oui, avec un le bébé. premier bouffon de 14 mois. Oui. Maintenant, cet enfant-là a 15 ans. Oui. J'ai eu un enfant, j'ai marié sa femme-là. On Oui. est restés ensemble pour 7 ans. Un vrai mariage, là, la robe blanche, petit le kit? Ah, oui. Ça vous a coûté combien le mariage avec elle? Pas trop cher parce que je voyais les gens, j'ai pas payé plus que 1000 pièces pour les 2 gens. OK, pas pire. Le cœur était pas dans ça. Moi, j'étais plus en amour avec son enfant pour l'enlever de cet entourage-là. Oh, bon, elle a fait appel à votre grand instinct de protection masculin. Elle m'a laissé pendant nos vacances d'été avec pour un autre bouffon. Oui. À flirter avec un autre homme au camping, puis je pense que c'était tout organisé d'avance, ces affaires-là. Oui. Et combien de temps après le mariage, là, que c'est mis à flirter? À peu près? Je sais pas. À peu près 1 an, 6 mois, 10 ans? Non, on est resté ensemble pour 7 ans. Moi, je dirais les 2 dernières années, là. Ah, OK. Après 5 ans. Oh, bon là. Ouais.
Après 5 ans, Le écoute. 7-year itch, comme qu'ils appellent. Là. Oui, après 5 ans, là, elle flirte un petit peu, puis... Elle est partie avec le bouffon numéro 3. OK, elle est partie Elle avec... débarre le bouffon, elle dit sauve-moi, sauve-moi. J'ai dit, Caroline de Bine, je Sauver suis de pas quoi? drogué, je suis pas un alcoolique, je travaille comme un fou. C'est quoi ton problème d'une maison? Tu travailles pas, de 2 chars? Oui. Aussi d'autres du deux. Mais c'était pour vous ça. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? À cause qu'elle disait que je donnais plus d'affection envers les enfants que je le donnais à elle. Ah. Ben oui, vous la négligiez. Ben oui. Ben oui. Moi, un enfant de 3 ans, il passe avant elle, là. Ben oui, OK. En tout cas, on a compris. Correct. Ça, là, elle passait avec le bouffon numéro 3. Oui. Elle déménageait avec lui. Je demeurais à Trois-Rivières ce temps-là. Lui, il demeurait à Saint-Constant. Moi, je voyageais à ça chaque vendredi puis dimanche. Ah ouais, le fou. Oui. Pour voir les enfants. Puis, j'étais rendu comme un burn-out. Puis j'ai perdu mon emploi. Je m'ai trouvé, quand je m'ai réveillé, je m'ai trouvé à Vancouver. Voyez-vous, la J'ai morale... déménagé. Oui, allez-y. Le bouffon numéro 3, après 2 ans. Oui. Il a littéralement, puis mes enfants, ils l'ont vu, puis ils me l'ont dit, ils l'ont vu littéralement crisser dehors par le chignon. Ah oui, dehors. Puis mes enfants ont vu ça, là. Oui. À cause de la fille de 14 mois, moi, je la considère encore comme mon enfant. Oui, je comprends. Le père, c'était un drogué, puis il était dans la prison, puis il a fait des innocentries. Oui. Elle le voit pas, elle a aucun contact avec. Fait que c'était à vous, cet enfant-là. Vous l'avez pris comme si c'était le vôtre. Oui, madame. Denis, trouvons l'erreur. 2 ans passés, moi, j'ai parti de Vancouver pour aller à Montréal. Oui. Avec ma nouvelle conjointe que j'ai rencontrée à Vancouver. Elle a mis sa carrière sur hold pour venir avec moi à Montréal. On a vécu 2 ans Oui. pour être plus proche des enfants. Entre-temps, elle a ramassé son bouffon numéro 4. Oui, mais, Denis, OK, Oui. on comprend, là. Oui. Où est l'erreur? Dans votre C'est un histoire. pattern. Pardon? C'est un pattern. Ah, le pattern? Elle est prise dans un pattern. Eh oui, mais, Dans son cas à elle. Denis, Oui. vous appelez, j'aimerais qu'on parle de vous. C'est tout prix pour que je vous appelle. Où est Oui. l'erreur dans votre cas? J'aimerais le savoir parce que c'est pour cette raison-là que je vous appelle. Pourquoi que je suis... Où avez-vous péché? Désolé, je comprends pas votre question. Où avez-vous fauté? Pardon? Où avez-vous fauté? Quelle est votre faute? Ma faute, c'est d'avoir dit oui au début. Il y a une faille dans cette histoire-là, c'est célibataire 30 ans. Endurci. J'étais endurci. Il y a une faute là-dedans. Il y a une faute là-dedans, célibataire 30 ans. Si j'avais une suggestion à vous faire, là, je vous suggérerais de tranquillement laisser la mère des enfants tranquille, parce qu'elle, son problème, ce n'est pas le vôtre et vous ne pouvez rien faire pour le sien, mais vous pouvez peut-être faire quelque chose pour le vôtre. Célibataire 30 ans. Alors, maintenant, j'ai quel- 42 ans. en quel honneur? J'étais célibataire à ce temps-là. Ouais. Et vous en êtes même fier. Et c'est là qu'était votre tendon d'Achille. Parce que je concentrais plus sur ma carrière. Erreur. Parce que je voulais arriver à la montagne qui m'ont fait. Vous l'avez fait en négligeant votre vie personnelle. Erreur grave. Vous êtes fait attraper. Alors, je vous suggérerais de vous demander comment se fait-il qu'à 30 ans, vous étiez célibataire? Comment se fait-il qu'à 30 ans, vous étiez vulnérable comme un adolescent de 14 ans? C'était par choix, par exemple. Non. Non. À 30 ans, célibataire? Ah oui, c'était par Non, choix. non, non, non. Terminer ce point-là. Comprenez-vous le sens de mon intervention? Mais aviez-vous sorti avec d'autres femmes avant? Certainement. Denis, oui. Bon, il y avait quand même eu des relations Ah oui, oui, oui. sexuelles, C'est un beau bonhomme, moi, là. Bon. Alors, il n'avait pas vécu sous le même toit avec quelqu'un, Pierre, mais il y avait des relations avec des 30 ans, femmes. 30 ans, célibataire endurci. J'ai parti de la maison à l'âge de 18 ans, puis j'ai vécu tout seul. J'ai jamais resté avec quelqu'un ensemble avant que j'ai rencontré cette femme-là à 30 ans. Pourquoi? Par choix. Non. J'avais beaucoup de choix différents. J'ai voyagé beaucoup, j'ai transféré beaucoup. Ma vie, mes petits canards étaient pas en ligne, en autre mot. Alors, avant que je m'en À 42 ans, je vais vous suggérer, on n'aura pas le temps de le faire cet après-midi en nombre, c'est beaucoup trop long, Oui. mais repensez à votre affaire tranquillement. Alors, si c'est possible, qu'il n'y avait pas des raisons autres que vos supposés choix
pour expliquer votre long célibat. OK? Bye, Denis. Merci d'avoir beaucoup. appelé aussi loin. Ben oui. Alors aujourd'hui, on se penche sur les divorces à répétition. Comment vous vous expliquez que vous vous retrouvez avec un 3e divorce alors que vous aviez supposément tout mis pour que ça fonctionne? 790-0224, 1-800-667-52-41. Divorce et séparation à répétition. Avez-vous l'impression de toujours retomber dans le même piège, dans les mêmes problèmes? On en parle avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Bon. En fait, moi, je pense pas que je vais retomber dans le même piège parce que j'ai fait une démarche, mais j'ai répété 2 fois la même erreur. Ça a duré 15-20 ans, mes 2 relations avec 2 femmes différentes. La dernière avait un enfant et c'est ça. À la dernière, là, ça a fait tellement mal que j'ai fait une démarche pour essayer de comprendre. Donc, j'ai compris beaucoup de choses, mais maintenant, les femmes ne voient plus comme avant. Femme aussi qui est trop matriarcale, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'ai pas envie de vivre ça. Donc, je me retrouve avec un méchant dilemme. Doc Mayou, effectivement, il n'y a pas gros de femmes au Québec qui ont de l'allure, probablement que moi aussi, pas probablement, mais moi aussi j'ai mes espèce de misogyne. Ouais, mais j'ai mes problèmes moi aussi là-dedans, là. J'ai mes patterns, mais je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de patterns aussi. Mais oui, c'est des deux côtés, c'est sûr, hein. Alors, puis il y a des femmes aussi, après plusieurs séparations et divorces, qui sont très désillusionnées. Oui. Oui. Oui, si vous avez raison, vous soulevez un point, c'est moins de 20% de la part des adultes qui sont équilibrés, qui n'ont pas de problème ou de troubles psychologiques ou de maladies. Vous avez raison, c'est un bon point. Donc, de déséquilibrés qui cherchent à des degrés différents. Alors, il y a beaucoup de monde déséquilibré à des degrés différents. Ça va d'un petit déséquilibre psychologique à un gros. Ouais, en ce qui me concerne, je considère que j'en avais un petit, j'en étais pas conscient, maintenant j'en suis conscient, mais là j'ai une problématique, j'ai comme c'est difficile de trouver. C'est pas évident de trouver. C'est pas évident aussi de, même si on le sait, de se départir de toute l'éducation qui nous a formés. C'est un peu dans ce sens-là mon appel, c'est-à-dire... Se départir de l'éducation qui nous a formés ou déformés? Mal formé, en fait. Intéressant, ça, oui, je l'avais pas vu de même, effectivement. Oui. Voyez-vous, dans votre cas, c'est que vous ne vous plaignez pas de l'éducation qui vous a formé, mais bien de celle qui vous a déformé. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui ose parler de ça, mais dans bien des cas, l'éducation va déformer les individus, les êtres humains. C'est pas chic, là. C'est un petit tabou, ça, là. Oui, c'est un petit tabou. Parce qu'on ne cherche jamais... On ne se départira jamais d'une éducation qui nous a bien formés. C'est bien évident. Hein? Faut se débarrasser de la scrap. Puis de la scrap, on peut en avoir accumulé pas mal. Oui, puis il y a des comportements qui se répètent parce qu'ils sont acquis, effectivement. Ouais. Mais comment on fait? Moi, je suis rendu d'une démarche. Je cherche une femme qui a maturé, mais je cherche aussi à me départir de mes mauvais programmes. Lequel genre de programme, là? Allons-y de façon un peu plus concrète. Le sauveur. Ah, OK. Le sauveur. Ouais, ben ça, c'est pas tellement un modèle éducatif qu'un instinct. L'instinct de protection, il y a plusieurs mâles qui ont ça pas mal fort. Mais qui Soyez prudents, c'est pas acquis, c'est possiblement inné chez vous, là. Mais ça va attirer des gens qui ont des béquilles, ça va attirer des gens qui ont des problèmes, c'est ça. Oui. Mais chez les femmes, c'est la même patente. Alors, là. essayez de faire en sorte de sauver qui vous voulez sauver aussi, là. Et puis que ça rapporte en retour. Oui. Là, au moins, la reconnaissance, Pierre. La reconnaissance est là. Oui. La reconnaissance maintenant, mais le problème c'est que les femmes qui m'attirent physiquement, qui m'excitent sexuellement, font partie des femmes qui ont besoin d'un sauveur. Non. Les femmes qui ont l'air fragiles, que le physique qui vous attire, c'est quoi, des petites femmes fragiles? À moins que vous ayez érotisé la misère, là. Mais c'est ça le rôle du sauveur, c'est sortir de la misère, c'est... Oui, mais là, attendez un peu, là, vous avez parlé d'excitation, de l'attrait sexuel, là. Oui. Vous seriez attiré uniquement sexuellement par des victimes? Probablement pas, mais je n'ai pas rencontré qui m'attirait sexuellement, qui n'était pas victime. Bon, Pierre, on peut se permettre de passer la pause. Luc, vous restez avec nous?
Si vous avez le temps, puis on continue. OK. Parce que je pense qu'il y a bien des hommes et des femmes qui sont pris dans des histoires comme ça. Oui. Ça fait saliver que d'avoir à sauver quelqu'un. Alors, on poursuit avec Luc. Aujourd'hui, on parle des séparations à répétition, des divorces à répétition. Luc, vous nous aviez dit que les femmes qui avaient besoin d'être sauvées, ça vous attire. Oui, puis durant les annonces, j'ai fait une introspection, puis il m'est venu des mots-clés. Le sauveur, c'est un peu relié à la religion, mais il y a une culpabilité. Puis là, je me dis, c'est peut-être ça qui m'amène dans un état de tristesse relié à l'échec du sauveur. Et aussi, en même temps, ce qui m'est venu dans ma réflexion, manque de confiance en moi. C'est ce qui me fait identifier la femme victime, parce que j'ai probablement passé confiance en moi. C'est ça qui m'est venu. Je sais pas si je suis allez-y, continuez. Dans la bonne voie en parlant comme ça. Mais oui, continuez. Culpabilité, manque de confiance en vous. Oui. Continuez sur la même voie, dans la même foulée. OK. Donc, c'est probablement ça qui fait que ces femmes-là m'attirent, parce qu'elles se sentent... elles sont vulnérables. Donc, je prends quelqu'un qui, en fait, à mon niveau, qui manque de confiance en lui aussi. Ah, c'est le reflet du miroir. Ça me projette donc face à moi-même, face à mes faiblesses. OK. C'est bon que je vous ai appelé. Je fais des prises de conscience, là. Maintenant, l'excitation sexuelle, là-dedans? Ah, l'excitation sexuelle. Là, ça, c'est intéressant, ça, l'excitation sexuelle, oui, parce que... Là, ça remonte à ma tante, une de mes tantes qui vivait chez nous, qui, quand on était tout petit, moi j'appelle ça de l'inceste psychologique, qui nous montrait ses seins puis ses faufounes. Les parents étant là, ils disaient rien. Donc ça a eu une grosse influence pour moi. Donc l'érotisme, le voyeurisme... De quelle façon ils vous montraient ses seins? Comment ça procédait? Par exemple, en faisant l'arbre de Noël, elle n'avait pas de brassière, donc elle installait les boules et nous regardions les siennes en dessous, là, les petits gars. Elle le savait. Elle le savait. Ah bah oui, c'était conscient, parce que à la vaisselle, c'était la même chose. Quand c'était à l'heure de la vaisselle, elle n'avait pas de petite culotte, puis il y avait un cheval pour se promener. On le réparait souvent, un cheval, puis toujours au relivier à l'heure de la vaisselle. Donc, oui, la femme aussi qui a l'apparence d'une femme fatale. Vous savez, Luc, est-ce que ça aurait pas été mieux que vous voyiez des seins et des derrières de télévision plutôt que celle de votre tante? Probablement, oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait certaines images érotiques à la télévision qui soient utiles parce que sorties du décor familial? Fort possible, oui. Alors là, à toutes les celles qui sont contre là, les seins et les fesses à la télévision, là, vous pourriez peut-être écouter Luc ce qu'il vient de dire. Là. Alors, c'est mieux que les petits garçons érotisent là, les patentes à la TV que sur le dos de ma tante. Parce que vous la voyez comme elle, c'était comme la femme fatale. C'est ça que vous avez dit? C'était un lien familial, donc il y avait quelque chose de sacrilège. Oui, continuez. De sacrilège, de cacher quelque chose d'interdit, mais qu'en même temps, on avait le droit de faire, ce qui amène un comportement désordonné. C'est-à-dire que moi, les femmes, il faut qu'ils soient une apparence fatale, puis en même temps, ça créait des conflits, parce que ma femme, je veux pas la partager, donc ça amenait des conflits d'un couple. Oui. Ah oui, vous êtes foqué sur le plan sexuel. Oui. Parce que vous avez érotisé une tante alors que c'est un interdit. Oui, puis en même temps, les parents disaient rien. Quand il y en a ceux qui disent, là, les tenants qui sont contre les images explicites puis le sexe à la TV, là, il y a du bon à la sexualité à la télévision. Ça empêche bien les petits gars d'érotiser, tu sais, ma tante puis la voisine, tu sais. Pas la voisine, mais les personnes, là. Donc, en tout cas, Luc, vous avez des grosses pistes, là, des bonnes pistes. Allez, bye, Luc. Merci beaucoup de votre appel. Moi, je retiens une chose, Pierre, l'échec du sauveur. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de divorces et de séparations? Ça, je trouve que c'est une idée sûrement exploitée dans le sujet d'aujourd'hui. Séparation, divorce. Quand tu te rends compte au bout de quelques années que tu peux pas sauver l'autre personne, échec du sauveur ou de... Ouais. Même pour une femme. C'est peut-être pour ça qu'il y a la plus grande dimension. T'es plus intéressé. Le défi, il sera jamais réalisable. Moi, chez les hommes, c'est qu'il peut pas... J'ai l'impression qu'il est... il est perturbé ou il est désorienté sur le plan de l'excitation sexuelle. Et c'est peut-être un plus gros problème que l'échec du sauveur dans une relation. Mais
à sa dynamique, c'est ça, Oui. dynamique de son problème. Mais celle-là de l'excitation sexuelle, là. Parce Ouais. qu'il érotise des victimes ou il érotise des femmes qui ont besoin d'être sauvées. Parce qu'il ne peut pas érotiser une femme qui a de l'allure. En tout cas, c'était une histoire. Oh oui, oh oui. Oh, c'est pas chic, là. Alors, séparation, divorce à répétition, est-ce que vous avez l'impression de toujours retomber dans les mêmes problèmes, dans les mêmes pièges? Je vais redonner les numéros de téléphone, 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, il y a un monsieur qui nous écrit Oui. ici. Il dit, en 91, divorce après 15 ans, d'une paresseuse menteuse, 2 fils avec madame. OK, cette dame-là avait son âge. 93, séparation après 1 an et demi d'une très travaillante et dominante personne que 12 ans plus tard, j'aime toujours. Aucune progéniture avec cette demoiselle. 13 ans, elle était de 13 ans plus jeune que lui. 2003, divorce après 4 ans d'une très travaillante et imprévisible personne que je fréquente toujours à l'occasion. Fréquentation platonique, il va sans dire. Nous avons eu ensemble une fille qui a aujourd'hui 4 ans. Madame est de 13 ans, ma cadette. Je suis tout mêlé, là, parce que les fréquentations platoniques Oui. qui auraient donné lieu à une naissance. Là. Une fréquentation platonique, c'est une fréquentation où il n'y a pas d'intimité sexuelle. Il n'y a pas eu d'enfant avec elle non plus, là. Ben, j'ai mal OK. compris. Fréquentation platonique, qu'est-ce que tu as Il lu après? divorce après 4 ans. C'est une personne qui était très travaillante, imprévisible, que je fréquente toujours à l'occasion, mais les fréquentations sont platoniques. Ils ont vécu 4 ans, d'après ce que je comprends, là. OK, ils n'ont pas toujours été plates, les relations, là. Ça me semble pas. Ils le sont maintenant, mais ils Il y l'ont a pas eu un toujours. enfant, vous avez raison. Ah oui, Pierre. j'en ai Oui, il y a une fille. Oui, je sais d'écouter. Une fille de 4 ans. Ils ont vécu ensemble 4 ans. Ils ont fait un enfant. Aujourd'hui, ils se fréquentent encore à l'occasion. Mais c'est platonique. Mais il y a un enfant ensemble. Ben oui, Hey. ça n'a pas Ok, toujours vous été avez raison. platonique, la patente, la babelle, là. Non, pas du tout. Alors, il dit, pour reprendre une expression du Je m'ai doc, inquiété pour un instant. Je pensais que je suis tout énervé. Écoutez, ça c'est compliqué. c'est pour ça que je te dis, c'est pas clair, ou bien c'est compliqué, en tout cas, continue, mais je suis tout mêlé, continue pareil. Oui. Et je fais partie de ce pourcentage d'hommes qui va aux putes maintenant. Question d'enlever la pression dans les tuyaux. Il dit, j'ai maintenant 51 ans. Je dois avouer vouloir demeurer célibataire, à l'exception d'un retour quasi impossible que j'ai droit, il dit j'ai le droit de rêver éveillé, là, de ma compagne du début des années 90. Celle-là, avec qui il n'a pas eu d'enfant, Janine, je te dirais, il l'a encore en quelque part, là, dans le cœur. c'est une chose, Oui. c'est que si on légalise la prostitution, je n'ai qu'une crainte. C'est que le pourcentage d'hommes, comme l'auditeur qui nous a envoyé ce courriel-là, augmente de façon importante. La crainte que j'ai face à la prostitution. Oui. C'est qu'au bout de 3 échecs, C'est qu'on pourrait passer à un niveau de fréquentation de, je sais pas moi, à l'heure actuelle, quel est le pourcentage des hommes qui vont aux putes? 10%? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. 10%. Il n'y a pas de chiffre. Et si la prostitution était légalisée et qu'on cessait de mal voir la prostitution, moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'il pourrait facilement y avoir peut-être un 20, 25, peut-être même 30% des hommes qui iraient aux putes, une base assez régulière. Oui. Comme exutoire. Ouais. Comme exutoire à la sexualité. Puis et là, le problème qui va se passer, là, qui va se poser, c'est qu'il y a des femmes qui ont de la pression aussi au niveau vaginal, là. Il y a des femmes de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans qui ont envie de peau, là, qui ont envie de sexe. Oui. Les autres, ils vont faire quoi? Ben, elles vont faire comme elles peuvent. Il y aura peut-être des services aussi. Il y en a des services d'escorte, hein, il paraît. Non, Janine, ça, là, c'est rêve en couleur. C'est une femme, une fois de temps en temps, qui peut jouir avec un gigolo. Une femme, une fois de temps en temps. Alors, qui peut se permettre un gigolo. Donc, Pierre, ça fait pas partie de la nature féminine que je connais, là. Sauf erreur de ma part. mais quand tu as vécu 3, parce que des femmes aussi qui traversent le même scénario que ce qui vient d'être raconté, elles ont 2, 3 séparations, des divorces, à un moment donné, là, tu te dis, où est-ce que je vais aller? Il y a un problème, j'ai un problème, mais tu as besoin d'affection, puis il y a besoin de sexualité. Tu fais quoi? C'est la même affaire. Aller aux putes, est-ce que ça règle le problème? Ça enlève la pression. Les femmes, elles, vont le régler de quelle façon? Elles vont encore rechercher des hommes avec qui elles ne vivront pas sous le même toit pour avoir des relations sexuelles? Il y a un pourcentage significatif d'hommes qui peuvent très bien s'accommoder à l'opite. Oui. Et on aura avantage à étudier ce phénomène-là parce qu'on risque de l'avoir en pleine face d'ici pas trop de temps. Et qui ne peuvent pas aller et qui peuvent pas aller à plus que ça, Pierre. Est-ce que c'est ça que vous entendez? Incapable de vivre une forme d'intimité? Qui vont être satisfaits
Oui. Ils vont travailler, ils vont aller aux putes quand ils vont en avoir envie, puis ça va s'arrêter là, l'intimité. Et ça, là, c'est une tendance à l'heure actuelle. Bon, peut-être que je suis dans le champ, Janine, mais je vois ça comme une tendance qui a une courbe croissante et pas à peu près. Bon, mais je poserai une question, Pierre. Un homme qui va aux putes pendant des années, OK? Est-ce qu'il vient pas saturer de ça parce qu'il n'y a pas nécessairement tout ce qu'il recherche dans ce type de relation-là? Janine, je soulève une question. J'ai affirmé le contraire. J'ai affirmé tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont aux putes et qui s'en trouvent très bien. Longtemps? Oui, je comprends. Je peut-être 10 ans, mais au bout de 10 ans, peux-tu te réveiller? Puis... Il y a de plus en plus d'hommes qui s'accommodent très bien de ce type de relation-là. Si un homme n'est pas capable de vivre l'intimité, Pierre, c'est plus souffrant qu'autre chose. Je comprends très bien. Je ferme pas la porte à ce que vous dites du tout. Mais je me dis, quelqu'un qui s'est essayé, qui essaie à faire en sorte que l'intimité devienne épanouissante. Sinon, on va se ramasser avec des sacrements de problèmes, puis ça ne sera pas dans 40 ans, j'aime autant te le dire. L'intimité, comment vous avez dit, Pierre? Satisfaisante? Ouais. Oui. Parce que ça part de là. Ouais. Et là, on aurait avantage à se demander comment se fait-il qu'il y aurait de plus en plus d'hommes qui ne sont pas satisfaits de l'intimité. Et de plus en plus de femmes aussi. Parce que les statistiques mentionnent souvent que les femmes que les femmes ne soient pas satisfaites de l'intimité, ça c'est vieux comme la lune au Québec. Au contraire, ça s'est amélioré. Ça a été royalement pire que ça. Demande à ta mère, là, puis tu vas voir que les femmes satisfaites de l'intimité dans l'âge de ta mère, là, c'était l'exception dans le rang. Il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas de liberté d'expression. Alors, du côté des femmes. Alors là, du côté des femmes, tu as une amélioration du niveau de satisfaction. J'ai l'impression que d'autre bord, ça tombe sans chute libre. Mais ça dure pas quelque chose qui marche pas, là. Mais ça dure pas plus longtemps, par exemple. Les femmes larguent pareil. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'accepte plus d'aller en bas d'un certain seuil? On attend d'une relation affectueuse, amoureuse, un certain niveau d'intensité, puis si on l'a pas, c'est tout. On vire capot. Et on ne peut pas, à mon avis, s'aventurer sur le genre de réflexion qu'on est en train de faire ensemble sans se questionner sur la place et le respect du masculin dans notre société québécoise. Bon, alors, séparation, divorce à répétition, c'est le thème aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Est-ce qu'on a l'impression de toujours retomber dans les mêmes pièges amoureux? 790-0224-1800-667-5241. Saviez-vous qu'il est possible de... Séparation, divorce à répétition, est-ce qu'on peut sortir de l'engrenage des échecs? On en parle avec Guy tout de suite. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour Guy. Oui, je crois qu'on peut en sortir, moi. Attendez, sortir de quoi? De répéter toujours les mêmes choses ou de avoir des différentes relations avec des différentes personnes. OK, expliquez-vous. Pardon? Expliquez-vous. OK. Moi, j'étais quelqu'un, quand il était jeune, mon père, il me disait souvent, tu penses que tu connais tout, tu connais rien, puis j'avais accepté inconsciemment que l'opinion des autres était meilleure que la mienne. Fait que ça m'a amené à souvent me faire présenter des personnes. Attendez, allez pas trop vite, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Oui. Alors, votre père vous répétait, il vous a dit ça 2 fois, tu connais rien? Oh, il m'a répété, je me rappelle au moins, mettons, 5-6 fois. Tu penses que tu connais tout, tu connais rien. OK. Puis, au moins 5-6 fois, il vous a répété ça. Tu penses que tu connais tout, mais tu connais rien. Oui, c'est ça. Tu connais rien. Oui. Et vous aviez... C'était entre quel âge et quel âge, ça? Oh, assez jeune, mais, mettons, à partir de, 10 ans à l'adolescence, là, 17, 18, même plus tard, même jusqu'à 20 ans. Oui. Vous parlez de démolition du masculin au Québec. Ça se fait aussi entre hommes, hein? Ça, c'en est un mardi exemple. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait ça? C'est ça. L'exemple, en tout cas, il fait les hommes féminisés adoptent des comportements féminins et démolissent le masculin autour d'eux. Ben oui! Une espèce de compétition entre le père et le fils, on en a souvent entendu parler de ça, là. Ouf! Oui. Allez-y. Alors, mon père avait entendu la même chose de sa mère. Oui. Bon, ça venait de la mère. OK. Non, mais ça aurait pu venir de son père. Non, j'ai connu mon grand-père, c'était plutôt low profile. Oui, mais ça aurait pu venir dans d'autres familles, ça peut venir, ça peut être Oui. Alors, votre père vous répète, familiale, là, au moins
fois, le genre se lève, piston, tu penses que tu connais tout, mais tu connais rien. Il aurait pu vous dire, il a manqué de maudite belle chance, l'innocent, de vous dire, tu penses que tu connais tout, mais t'en as encore à apprendre. C'eût été beaucoup mieux. Oui. Hein? Ça a été plus constructif. Oui. Ah! Parce que c'est important de dire aux tarlacs qui nous écoutent, là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, tu sais, au lieu de dire des âneries. Est-ce que ça veut dire prends ton trou, mon petit bonhomme? Alors, convaincu, vous avez accepté ça, ça venait de votre père. Oui, c'est ça. OK, continuez. Puis ça l'a fait avec mes relations que souvent je me faisais présenter des gens ou que j'osais pas parler, j'osais pas dire mon opinion, puis je me laissais choisir par les filles plutôt que de les choisir. Tu sais, j'étais pas capable de choisir par moi-même, moi, là. Ouais, je me laissais choisir, j'ai très bien compris. C'est ça. Puis un coup dans la relation, là, et que ça faisait pas mon affaire, là, ben je me laissais convaincre aussi par la fille ou par mon entourage que c'est moi qui étais pas correct. Ben oui. Tu sais? Parce que votre père avait raison. Il vous avait traité d'innocent. Guy connaissait rien. Oui. C'est ça. Oui. Les autres, il vous a dit carrément que les grands connaissent beaucoup plus de choses, puis toi, le petit, tu connais rien, tu vas rester petit. Oui. Puis ça, ben par contre, je crois quand même qu'on peut s'en sortir. Je pense que je fais très bien, mais passer beaucoup de relations pour apprendre à qui je suis. Ben oui, c'est ça qui est plate, là. Tu sais? C'est là qu'on perpétue la misère psychologique. Vous justement. avez tout à fait raison d'appeler cet après-midi. J'aurais probablement passé beaucoup appris jeune à savoir qui je suis, à avoir appris à m'apprécier moi-même et à me dire, hey, j'ai fait un bon coup, je suis capable de faire ça, je suis capable de décider des bons choix pour moi. Oui, et il y a des choses que vous êtes capable, il y a des choses où vous n'êtes pas capable. C'est aussi important, ça, là. Oui, oui, oui. Tu sais, vous pas donner l'impression à tout le monde que sky is the limit. Wow, les nerfs, on se calme, là. Mais je trouve que ça accorde bien dans justement ce qu'on a parlé, que vous avez parlé en début de semaine sur l'autocritique. Je trouve que ça accorde bien là-dedans. Ben oui, c'est la suite logique. Ben oui, ben oui. Mais comment tu peux faire une autocritique en tant que petit gars quand on te dit que tu connais rien? C'est-à-dire que tu n'as même pas les connaissances qu'il faut pour te connaître. C'est le plus beau baillon Oui. sur l'autocritique. Ouais, j'avoue que je trouve ça effrayant. Il y a deux baillons. Tu connais rien, Dieu connaît tout. Oui. Il y en a deux baillons. Mais ça Dieu, revient sur Allah toi-même. sait tout, Ah, Dieu sait tout. donc tu ne connais rien. Non, pas nécessairement. Il y a deux commentaires. Il y a deux façons de délégitimer les propos de quelqu'un. OK? Ou bien il y a un être supérieur qui sait tout, puis tu vas suivre, tu vas obéir à ce qu'il dit. Ou bien tu lui dis carrément en pleine face, tu connais rien, t'es un innocent. Mais les deux ont le même résultat, là. Oui. C'est comprenons bien que quand tu dis que Dieu sait tout, Allah sait tout, c'est dire implicitement à personne, ferme ta gueule et obéis. C'est ça. Ben, j'ai connu quelqu'un, moi, M. Maillot, à un moment donné, que lui, il a été élevé comme ça, tu sais, il a été adulé, c'était le premier de la famille, c'était le gars, puis tu sais, Oui. il a été bien adulé de ça, puis lui, là, toute sa vie était planifiée, on s'en va par là, puis tout le kit, puis à un moment donné, il est arrivé un événement dans sa vie, là, puis il s'est effondré bien raide. Il avait pas prévu C'est l'autre ça. extrême. Il avait pas prévu ça, lui-là. Là. C'est bon que vous ameniez le point. Les deux extrêmes, Janine, t'es témoin. Oui. Régulièrement, je dis, je répète, les extrêmes mènent exactement au même résultat. Oui. Oui. Effondrement. Oui. Alors, d'aduler de façon non légitime, c'est pas plus intelligent que quand un enfant, tu connais rien. Puis il répète ça, puis il fourrait ça dans la tête. Ça a exactement le même résultat. L'effondrement. Mais par contre, comme je disais au début, on peut s'en sortir, c'est en s'entourant de gens équilibrés. Oh non! De hommes adultes, tu sais, qui discernement. C'est d'hommes qui ont de l'allure. Puis des gens qui disent ce qu'ils pensent, puis il y a un affaire aussi Oh qui oui, est ça crée un bien... effet d'entraînement. C'est très vrai ce que vous dites. Oui, C'est extrêmement important pour les jeunes hommes de rechercher la présence d'hommes plus vieux qui ont de l'allure. Ça a un effet d'entraînement, ça a un effet de valorisation, ça a un effet de raffermissement du masculin.
Vous avez tout à fait raison. Puis vous aussi, M. Maillot, vous avez eu raison quand vous avez dit cette semaine que prendre un 4-5 minutes là dans une journée à savoir, bon, comment est-ce qu'on a réagi, comment est-ce qu'on s'est trouvé là-dedans, tout ça. Je trouve que c'est bon parce qu'à un moment donné, tu deviens que tu es capable de t'auto-évaluer, puis capable de dire, hey, j'ai fait un bon coup, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Oui. Là, tu commences à faire des choix pour toi. Revoir. Mais c'est sûr qu'il y en a une gang autour de toi qui comprennent pas ce qui t'arrive, par exemple, quand tu commences à être toi-même. Oui. Tu sais. Mais il y a du bon là-dedans aussi parce que, puis il faut pas, à ce temps, j'ai plus peur de dire ce que je pense, tu sais. Arrête de là! Parce que pas il y a mal des dit. gens, il y a des gens qui m'ont dit ce qu'ils pensaient, tu sais. Il y a des bonnes personnes, puis ils m'ont fait penser. Fait qu'on dit ce qu'on pense, là, automatiquement, on s'arrange pour que les autres se mettent à penser. Oui, ça a un effet d'entraînement. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Oui. À partir du moment, dans un groupe où quelqu'un commence à réfléchir, ça crée un effet locomotive. Oui. Ça crée un effet d'entraînement. Puis c'est comme ça qu'on s'en sort, je pense. Oui. Et Guy, moi je retiens, je sais pas si... Vous êtes une belle récompense, votre après-midi. Toutes les relations que vous avez eues, elles vous ont servi, vous prenez ça plus positivement, ça vous a permis de vous révéler. Oui, absolument. Absolument. Voir mes forces, mes faiblesses, puis me situer là-dedans, puis être capable de dire, bon, ben, les prochaines relations, être honnête envers moi-même, puis envers l'autre, puis dire à l'autre, hey, moi, je suis comme ça, t'es-tu capable de dealer avec ça? Si la fille, elle me dit oui, puis après ça, je vois qu'elle est pas capable, ben, si elle est pas capable, qu'elle est pas bien là-dedans, là, je perds pas mon temps là-dedans. Puis je fais pas perdre son temps. Parfait, Guy, merci beaucoup. Ben, bienvenue. Salut. Bonjour. Bye, Guy. Séparation, divorce à répétition, sortir de l'engrenage des échecs. Travers les appels, tu sais, il y en a qui disent, bon, je fais le point, puis j'ai fait le point, puis là, j'ai compris, peut-être que je peux essayer de m'ouvrir encore à... Alors, on va au propos du Huguette. Bonjour. Bonjour, Huguette. Bonjour. Je voudrais vous remercier, Dr. Maillot, de nous donner une voix, de parler, parce que moi, pendant des années, j'ai essayé en tout cas, je pense que j'avais compris les choses, puis j'ai essayé de m'exprimer, puis personne ne voulait m'entendre. Bon, le sujet d'aujourd'hui, là, moi, j'ai eu deux unions, c'est-à-dire un mariage, une deuxième union où j'ai eu un autre enfant. Huguette, Oui, vous m'excuserez. Je suis resté accroché avec votre introduction. oui. Vous vouliez vous exprimer et personne ne voulait vous entendre. Non. Êtes-vous sérieuse? Sérieuse? Oui. Tellement sérieuse qu'aujourd'hui, j'en suis malade parce que c'est tout pris dans ma gorge. J'ai tellement été obligée de ravaler et ravaler que c'est tout pris au niveau de la gorge. Huguette, j'espère que, vous savez, j'ai rien contre les détracteurs. Mais tous ceux qui m'haïssent, là, j'espère que vous écoutez Huguette parler. Oui. C'est juste ça. Que vous m'haïssiez, bienvenue, mais écoutez Huguette, s'il vous plaît. Mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça. Bon, OK, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. En dehors du sujet d'aujourd'hui, Pas de problème. c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important, c'est que les gens se rendent compte que leurs paroles ou leurs gestes, ça a une influence énorme sur les autres. Tellement énorme que ça peut toucher des centaines et des centaines de personnes. Très jeune, parce qu'en regardant mon père et ma mère aller, je voyais tous les impacts d'un geste ou d'une parole, un exemple de ma mère, puis je voyais tous les impacts que ça avait, et sur moi, et sur les autres. Mais j'ai pas réussi à... Malgré que je savais que j'étais correcte à l'intérieur de moi, j'ai pas réussi à avoir une estime de moi. Pas encore. C'est-à-dire que à l'intérieur, oui, mais face aux autres, il y a quelque chose qui m'en empêche. Là. Huguette, je vais vous dire, là, 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 je vais vous
Et lorsque vous parlez d'impact de votre père et de votre mère, je présume que c'est des impacts négatifs Oui. de leurs propos, leurs attitudes. Et... était absent, c'était un enfant, OK, qui ne voulait aucune responsabilité. Puis, quand même, c'est pas ma faute à moi, là. Ouais. Et puis, ma mère, mon Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était une des mères dont vous parlez très souvent, là. C'est-à-dire qui voulait contrôler, était peut-être très souffrante, je pense. Parce qu'elle m'a dit que quand elle m'a porté, souvent elle se promenait, elle pleurait tout le temps, puis elle pensait à se suicider. Puis après ça, c'est ça. Elle me dit qu'elle pleurait tout le temps, puis après ça, elle me reprochait d'être braillarde quand j'étais jeune. Puis c'est ça. Maintenant, quel lien vous avez parlé que vous aviez tout ça pris dans la gorge et vous aviez parlé de ravaler? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça? Je ne peux pas me souvenir, mais il y a une fois où c'était tellement important que ce que j'avais à dire, il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Puis, je ne sais pas quelle personne m'en a empêché. Elle m'en a vraiment empêché physiquement, de toutes les manières. C'est comme sa voix, là. Elle m'en a tellement imposé que j'ai été obligée de ravaler. Probablement cette personne-là avait un poste ou quelque chose qui je sais pas, là, qui m'empêchait de pouvoir me faire me faire comprendre. Puis là, cet après-midi, c'est ça, là, je voulais dire que probablement que je me suis prostituée sans le savoir, Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je me suis prostituée sans mais savoir? c'est-à-dire que je pense pas d'avoir jamais aimé les hommes que j'ai eus dans ma vie. C'est comme si ma mère avait choisi pour moi le premier. Personnellement qui j'avais confiance avait choisi le deuxième. Et puis le troisième, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'était avec le temps que ça s'est fait. Puis je pense que j'ai pas été capable de mieux choisir. Okay. Alors, le premier conjoint était choisi par votre mère, le deuxième partenaire par une personne en qui vous aviez confiance, et le troisième, ça a été vous-même, mais ça n'a pas été un meilleur choix que les deux autres. Non. OK. Mais pourquoi vous dites ça, je me suis prostituée sans le savoir? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une façon de parler, c'est que c'est une façon de parler, vous allez voir, c'est plus qu'une façon de parler, là. Oui, OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je n'ai pas su, premièrement, je savais même pas que j'existais. J'ai toujours existé pour les autres, j'ai toujours fait les choses pour les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par je me suis prostituée? Je me respectais pas. Je me respectais pas parce que je savais même pas que j'existais. Comprenez-vous? C'est parce que vous mettez le fardeau de toute votre éducation nocive sur vos épaules. Vous dites, je me respectais pas. Comment on peut se respecter quand on ne sait pas qui on est? C'est que vous endossez une responsabilité qui, à mon humble avis, n'est pas la vôtre. Et vous l'utilisez inconsciemment pour vous dénigrer. Alors, le fait de dire, je me suis prostituée sans le savoir, c'est plus qu'une façon de parler. C'est une façon pour vous de vous dénigrer et de vous responsabiliser pour un tort qu'on vous a causé. Pas que vous vous êtes affligé vous-même. C'est pas les enfants qui se lèvent, c'est les parents qui élèvent les enfants. Comprenez-vous? Mais au Québec, c'est très fréquent ce mécanisme-là. Je vois ça régulièrement en psychothérapie. Les mauvais parents responsabilisent les enfants de la mauvaise éducation reçue. Ça a été mal élevé, mal éduqué, c'est différent. Mais oui, c'est épouvantable, ce langage-là. Et je vois ça, Janine, aller-retour en psychothérapie. Pourquoi facilement, Pierre? Et là, Huguette vient d'en faire la démonstration. Tu sais, je me suis prostituée sans le savoir, je me respectais pas. Mais oui, mais comment pouvez-vous respecter votre être quand vous ne connaissez pas, votre être, et qui est encore un embryon? C'est se responsabiliser pour une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Et, inconsciemment, c'est une façon de s'auto-dénigrer.
Oui, sauf que j'essaie de quand je parle de moi, puis que, admettons, j'aurais pas dit ça, là, ce que je vous ai dit, là, moi, Oui. tout dénigré, là. Oui. Bon, je le fais des fois avec les gens, puis c'est comme s'ils me prennent pour... comment je dirais? Ben, ils acceptent pas que je sache des choses, que je... Oui, que je comprends souhaite très bien. Votre entourage n'accepte pas que vous deveniez ce que vous êtes. Oui. Je comprends très bien. Exactement. Puis d'ailleurs, On dirait que les gens... c'est-à-dire, tu es au service du plaisir des autres, mais pas au tien. Non, 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 Hein? non, il y a plus que ça, Mais- là. Non, non, Non. il n'était pas question d'argent ni rien. Non, 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 non. non, Oh non, mais Huguette, Janine- c'est pas... Hein? Oui. C'est qu'on utilise un qualificatif La pro- péjoratif. Oui, donc la prostitution, c'est Oui, sale oui, et c'est c'est ça. ça. Bon, elle Exactement. associe ça à Oui, elle. oui. C'est pas Mais- J'aurais dû dire autodénigrement. Oui, oui, c'est de l'autodénigrement. Oui. C'est une façon déguisée de s'autodénigrer. Mais Et elle- c'est pas rare, ça. OK. Parce que moi, j'aurais pensé les autres, mais elle, Non, elle n'était non, rien. Non, non, C'est non, ça. non. Il y a cette dimension-là aussi, mais Mm. c'est pas celle-là ici, qui est la c'est pas plus ça. importante, là. C'était ça, la prostitution. Oui. Alors, c'est ce qu'elle voit qui colle à elle. Oui. Ouais. OK. Dans le sens qu'elle ne se sait pas respecter. Oui. Tu comprends? Oui. Ben oui, mais c'est facile de dire à quelqu'un, t'es responsable de ton état. Mais oui, mais le tort, qui me l'a causé? C'est moi qui me le suis causé? Non. Pas dans votre cas à vous. Non. Puis même dans la société, par après, c'était la même chose. Je voulais parler, puis j'étais rien. J'avais pas d'argent, j'avais pas de métier pour me faire valoir. Ben, t'es qui toi? Tu connais rien, puis tu sais rien. Mais ça a toujours été Oui, comme ça. c'est fréquent. Il y a beaucoup de... C'est une attitude qui est assez prévalente au Québec, ça. Oui, C'est une façon de dénigrer les autres, de les abaisser. oui. Ah oui. Tes Vous avez- tasses, ça les tasse, ça les élimine. Ça les écrase. C'est ça. Ils sont Exactement. plus là. Ouais. Ils sont plus là, c'est fini. Quel âge avez-vous, Huguette? 54 ans. 54 ans. Oui. Bien sonné. Vous faites quoi dans la vie? Là, je suis sur l'aide sociale en maladie. Vous êtes sur l'aide sociale en maladie? Oui. Quelle maladie vous souffrez? Anxiété généralisée. Mhm. Puis il n'y a personne qui a réussi à vous aider, je comprends. Non. Mhm. Non. Pourtant, j'ai cherché, là, mais... Vous n'avez pas de bureau à Montréal, vous? Non. Et je n'ai pas de nouveaux Elle va clients. partir Non. avec quoi, le Huguette? Pardon? Elle va partir avec la recette du plaisir, Non, non, peut-être? non. Non. Elle en a eu assez pour cet après-midi. Ouais. Huguette, Oui. la table est suffisamment pleine. Oui, je vous remercie énormément. Ça nous a fait plaisir. En tout cas, Huguette, on vous a écouté. Après plusieurs séparations, après plusieurs divorces, parce qu'on voit les chiffres, là, Statistique Canada en fournissait la semaine dernière, on divorce, on se divorce une deuxième fois, on se divorce une troisième fois. Est-ce qu'on peut sortir de l'engrenage de ces échecs-là? On en parle avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour, Dr. Mayou. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier. Il y a 5 ans, j'ai fait un appel à votre tribune téléphonique et puis j'étais enceinte d'un homme qui n'était pas mon amoureux, que j'avais rencontré, ça faisait à peine 2 semaines. Alors, je savais pas trop quoi faire. Puis vous avez été un petit peu raide avec moi, puis je pense que c'est ce qui m'a aidé à prendre ma décision. Vous m'avez dit d'aller maturer, puis me responsabiliser. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu un merveilleux garçon, puis j'en suis très heureuse. Ça a été la plus grande décision de ma vie. Je vais vous dire merci aussi pour avoir influencé cette décision-là. Vous êtes toujours là? Oui. Et aujourd'hui, pourquoi vous appelez précisément J'appelle Isabelle? parce que ça a été Parce difficile qu'il pour y a, moi il y a quand 5 ans, même. j'ai aucune idée de ce que Alors, c'est difficile de... Ben, au fait, vous n'avez pas dit grand-chose. Vous étiez vraiment surpris, étonné que je sache pas quoi faire, puis vous m'avez dit que j'étais irresponsable, puis d'aller maturer, puis tu sais, ouais. Oui. Eh ben, Ça vous surprend, Pierre?
Un traitement choc, quoi. Oui. Oui. Non, mais ce qui est surprenant, parce qu'on m'accuse de parler beaucoup. Et vous appelez, vous dites, il y a 5 ans, j'ai appelé, puis vous n'avez pas dit grand-chose. Oui. C'est drôle, la perception du monde. Puis, ben là, c'est ça. C'est sûr que je me suis occupée beaucoup de mon enfant les 2 premières années. Oui. Ensuite, en tout cas, là, le premier amoureux que j'ai vraiment, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Et puis, moi, j'ai 35 ans. Lui, il est plus vieux. Toujours, toutes ces séparations, divorces à répétition. Oui. Là, moi, je me demande, on prévoit habiter ensemble en juillet. Moi, c'est sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, des enfants. Lui, il me dit non. Moi, je dis oui. Bon. Lui a jamais rêvé d'avoir une famille et des enfants, c'est ça? Oui. C'est ça qui m'accroche. OK. Parce que lui, son rêve, ça aurait été d'avoir une famille. Mais finalement, je pense que il y a eu un enfant, puis à peine quand il avait 1 an, il s'est séparé, puis il a toujours été un papa une fin de semaine sur 2. Alors, ouais. Là, il a maintenant 18 ans, cet enfant-là. Alors, je pense pas que ça lui tente de refaire ça ou... Puis, ben, tantôt, il y avait quelqu'un qui parlait, disait... c'était un homme de 30 ans, il était célibataire. Faut se questionner là-dessus. Oui. Bon, moi, ce qui m'a fait allumer, c'est dois-je me questionner sur lui, il était célibataire, ça faisait 2 ans quand je l'ai rencontré. Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre que je comprends pas? Est-ce que c'est parce que je manque de confiance que j'accepte ça? Parce que c'est un homme que j'aime vraiment beaucoup, je suis amoureuse. Tu sais, c'est vraiment difficile d'être objectif dans tout ça, de dire, bon, ben, je le laisse. C'est ça. Il va arriver quoi si vous changez? Chacun chez vous. Est-ce que la formule actuelle fonctionne bien? La formule actuelle, vous voulez dire chacun chez nous? La façon de vous fréquenter, votre relation actuelle. Oui. Est-ce qu'elle vous convient? Oui. Pourquoi la changer? Oui. Ben, c'est parce que... La question est drôlement pertinente, le mode relationnel actuel, la formule actuelle vous convient-elle? Ben oui. Alors pourquoi la changer? Depuis quand qu'on change une formule qui va bien? Oui. Même si c'est quelque chose que je tiens beaucoup et que je trouve important. La formule actuelle vous convient-elle vraiment? Bye. Séparation, divorce à répétition, sortir de l'engrenage des échecs. Pierre, tantôt. Oui, Isabelle, là. Oui. OK, il y a 2 aspirations différentes et elles sont clairement identifiées. Isabelle, elle dit, moi, je rêverais d'une vie de famille et lui, pas. Les jeux sont clairs, hein? Non, entre autres. Mais quand on a ça comme élément, au moins. T'as un petit peu, là. Allons pas trop vite. Vous convient-elle? La réponse est oui. Oui. Mais c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Oui. Alors là, je vais éviter de soupçonner le doux mensonge à soi. Depuis quand qu'une formule actuelle qui te convient, tu vas la changer, Jeannette? T'as pas intérêt. Si elle veut changer la formule actuelle, c'est parce que la formule actuelle ne lui convient pas. De fond, c'est ça. C'est ça. Alors là, s'il y a des choses qu'il faut se dire à soi, comprends-tu toute l'histoire du doux mensonge à soi-même? Oui. Oh! Et pourtant, c'était très clair au début de l'intervention. Elle rêve d'une vie de famille, elle le dit. Elle dit que ça s'accepte comme ça je vis actuellement, mais... Tu peux pas être satisfait de la formule actuelle et avoir convoité quelque chose auquel tu tiens vraiment, qui n'est pas dans la formule actuelle. Oui. Oui. Là, il y a une logique, là. Même dans les relations humaines, puis dans la vie sentimentale, il y a une logique. Et ça, c'est un paradoxe, ça va pas ensemble. Non, vous avez raison. Mais il y a quelque chose auquel je tiens vraiment dans une autre formule que je convoite. Là, il faut se brancher. Elle me convient ou c'est acceptable pour un certain temps? Ça doit être ça. Là, une formule qui est acceptable pour un certain temps n'est pas une formule qui me convient. Non. Une formule qui convient, c'est pour un bout de temps. Alors, ça précise. On parle à Annabelle. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Dr Mailloux. Bonjour, Janine. Bonjour, Annabelle. Moi, c'est ça, je trouve tellement que vous avez raison quand vous parlez. Je vais juste faire un parallèle là, concernant
les gens là, qui utilisent des termes là, comme faire l'amour, une maman, un papa, toutes des choses vraiment infantilisantes. Là. Je trouve que ça reflète vraiment la société, l'esprit de la société Exactement. québécoise. Alors, notre langage nous reflète. Vous m'avez très bien dit. Ah, c'est flagrant. Notre langage nous reflète individuellement et collectivement. Eh oui. Eh oui, ça nous reflète. Et on voit ça partout, mais aussi, je crois, dans la façon... Moi, j'ai été mariée, je me suis divorcée, et j'ai pas eu beaucoup de relations là, de couple. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Là, je n'ai eu un autre avant. Et étant donné que je savais, que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de torts affectifs, là, que j'avais vécu des choses très difficiles en bas âge, et j'ai décidé de mettre les freins. Pas des torts ou des carences, vous voulez dire? Des carences. Des carences affectives? Oui, des carences. J'ai décidé de mettre complètement les freins à tout. Oui. Je me suis dit, là, il faut que tu apprennes à te connaître et à te comprendre avant de faire quoi que ce soit, de nouer une autre relation. Tu vas toujours être en échec tout le temps. Parce que tes carences sont trop importantes. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont vite en affaires, ils ne prennent pas le temps de se regarder, de voir c'est quoi qui fonctionne pas, ou simplement d'apprendre à se connaître. De bébite, et ça se plonge dans la première relation qu'ils voient. Et puis, moi, je pense que c'est pour ça. Une des raisons, c'est pour ça que c'est toujours voué à l'échec. Moi, je vois ça comme ça, là. Et aujourd'hui, en tant qu'observatrice, là, parce que je regarde beaucoup autour de moi, là, étant donné, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de temps pour ça, je vois ça, là. Donc, vous prenez le temps. Vous n'avez pas plus de temps que n'importe qui. C'est pas... Non. Vous prenez le temps d'observer votre entourage. Mais il n'y a personne qui est trop occupé pour observer son entourage. Il n'y en a pas un. Même un chirurgien qui opère, ils ont des temps entre les opérations assez longs qui ont en masse le temps d'observer ce qui se passe autour d'eux. Je peux vous l'assurer. Mais on entend souvent ça. Ce qu'Annabelle vous soulevez, là, le fait de vivre avec quelqu'un, Pierre, ça peut être un écran. T'es tellement pris dans quelque chose. Ça se peut-tu? Parce qu'on l'entend souvent. Non, c'est une excuse. C'est pas un écran, c'est une excuse. Tu regardes plus parce que tu es avec quelqu'un. T'as pas envie de regarder parce que t'as pas envie de voir. Et Annabelle nous dit, je regarde parce que j'ai envie de voir. C'est bien. Voyons, on passe tellement de temps, 1h30 dans l'automobile le matin, pour vous rendre au travail. Pensez-vous que vous regardez la route? Hein, ça avance à 30-40 km à l'heure. À tout bout de champ, vous êtes arrêté dans des bouchons. Pierre, on écoute la radio. Donc, des fois, on essaye de se distraire. Hein? On essaye de, je vais dire comme Dr Mailloux dit, on essaye des fois, lorsqu'on est en relation, de se distraire soit par les problèmes du conjoint qu'on a actuel, soit des problèmes au travail. Tu es très bien la chronique, oui. Vous avez tout à fait raison. Se distraire de soi-même en se préoccupant de façon excessive des problèmes de l'autre. Ça, là, c'est tellement répandu au Québec que ça n'est gênant. Dans la vie de couple. C'est ça. Sous des lards altruistes. Ça paraît bien, hein? Que toutes les affaires de l'autre, oui, mais c'est pour mieux ne pas voir les siennes. Donc, une forme de diversion. Annabelle, vous savez, j'ai entendu Normand Brathwaite. Janine, comment s'appelle l'émission? Il va y avoir du sport à Télé-Québec, là, avec Brazo. Oui, c'est ça. Il va y avoir du sport? La vie est un sport? Oui, il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport? Normand Brathwaite a sorti une vulgarité d'une clarté absolument indescriptible vendredi soir. Il a dit, attends un peu, il a dit, on fourre trop sans connaître. C'était une crudité. C'est tellement vrai. Il a dit, et j'ai l'impression, je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui ai entendu ça. Puis ceux qui sont pas d'accord, réécoutez-le. Je pense pas avoir eu la... Sans se connaître. Ou sans connaître.
C'est un ou l'autre, là. Écoutez, je ne sais pas si le ça était là, mais si ma mère est bonne, on fourre trop sans connaître. Oui, on fourre trop sans connaître. Et c'est là qu'on s'accroche la peau. Ah, simple que oui. Là, je ne sais pas à quoi il référait. Je ne veux pas interpréter ses propos. Nous, on peut je interpréter dis simplement, oui, ce que j'ai entendu. Oui. On fourre trop sans connaître. Et j'ajouterais suite à votre... Et sans connaître l'autre. Il n'a pas dit qu'on fourrait trop au Québec. Non, on ne fourre pas trop au Québec. Mais on fourre trop sans connaître et sans se connaître. Ça, là-dessus, j'ai l'impression qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement... Je suis sûr qu'il y a grand monde qui a compris, par exemple. Ben, je pense que non. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a entendu ça, là, envoyez-nous des courriels. Ouais. Parce que moi, j'ai pas eu à Berlu, mais c'est drôle, j'ai pas l'impression que ce propos-là, il était tellement brutal et confrontant, ce propos-là, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu passer. Et c'était pas pour faire de l'effet comique, c'est ça, là, vous avez écouté derrière ça? Non, très sérieux. Il répondait, il était en tête à tête avec Marie-Claude Brazeau, puis il a simplement dit ça. Elle n'a pas cliqué, là, elle a passé à autre chose. Non. Et j'ai l'impression qu'il l'a désarçonné. Et Annabelle, c'est ce que vous dites. Vous répétez dans vos mots, peut-être plus poli, plus posé, plus analysé, un cliché, une phrase cliché extrêmement percutante qui est sortie. Peut-être qu'on aurait avantage à penser à ça. Annabelle, merci Est-ce qu'on ne plonge pas trop vite dans quelqu'un d'autre, sans le connaître, sans se connaître? Doc Mayou, j'aurais quelque chose d'autre à vous demander. Allez-y, demandez toujours. J'aimerais ça que vous feriez une émission sur, à un moment donné, sur deux choses. La première, c'est l'exhibitionnisme. Oui, OK. Et la deuxième, c'est quelque chose que présentement que je suis en train de regarder dans mon véhicule. C'est, à un moment donné, on s'en est parlé de ça en ondes, les gens qui ont vécu des abus, on va dire, physiques ou sexuels, et par la suite, ça devient une déviation dans leur comportement sexuel à l'âge adulte. Bien sûr, on pourra, oui. Déviation suite à des abus. Et lorsque vous parlez d'exhibitionnisme masculin, féminin, les deux, seulement masculin? Les deux. Les deux. Oui, les deux. Je ne sais pas si les gens vont avoir le courage d'appeler puis de parler, là, parce que c'est quelque chose qui est très tabou. Suite aux robes qui se portent dans les galas, là, depuis quelque temps, là, autant aux États-Unis qu'ici au Canada, je pense que notre sujet s'impose. Alors, c'est noté. Annabelle, on va aller là-dessus. L'exhibitionnisme, il y aura des nuances à faire, il y a une réflexion à faire, il y a une interrogation à faire. Et écoutez, il y a des femmes, là, c'était la mode aussi, les défilés de mode. Il y a peut-être une réflexion à faire, là. Autant du côté masculin que du côté féminin, c'est pas du tout la même présentation, c'est pas la même chose. L'abus physique, sexuel. Non, l'exhibitionnisme. Qui peut mener à des déviations. Parce que, vous savez, c'est lourd de conséquences ce que vous venez de dire, Annabelle, parce que l'exhibitionnisme féminin fait frémir les musulmans. Est-ce qu'ils ont raison de frémir face à ça? Puis ils ont pas tort quand ils disent qu'il y a des femmes qui se foutent quasiment à poil publiquement à les retours à la télévision, là. Ils ont pas tort. Les gars-là sont rendus un défilé un défilé érotique. C'est du soft, c'est rendu du soft porn, non? Et ça peut interpeller beaucoup de personnes. Oui. Ah, écoute, il faut pas avoir peur. J'ai pas peur d'en parler. On peut en parler avec respect. Je suis pas con. Je suis le premier à regarder ça. Dans le Journal de Montréal, là, il nous présente, là, il était des robes, là, quelqu'un qui est amateur de seins, là, puis de grands cuisses, là, ouf! Mais quel avantage? Quel est l'avantage de se montrer à ce point? Ben oui, puis là, c'est toute la problématique des agaces-pissettes. En tout cas, il y a... Annabelle? Oui. Bonsoir. Bye bye. Et c'est noté, Annabelle. C'est noté, parce qu'il faut revenir là-dessus. Oui. Il y a une réflexion, là. Oui. Qu'est-ce que tu quêtes avec ça, avec ton corps? Qu'est-ce que tu quêtes au lieu de quêter avec ce que tu es? Écoute, d'un côté, du côté masculin, t'as une gang de pingouins là, en tuxedo puis nœuds papillons. Jusqu'aux oreilles, les cols roulés jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Puis de l'autre, monsieur, t'as les cuisses puis les seins, ça se balade de tous bords, de tous côtés. Puis c'est à qui en montrerait le plus? Ben là, il se passe quoi, là? Je suis en compagnie du docteur. Comme Annabelle, comme Isabelle tantôt, Pierre, faire la réflexion avant de s'engager dans un lien d'amour.
C'est ça l'idéal, mais le schéma, c'est que souvent, on a l'impression que les gens, comme vous dites, c'est pour se disperser peut-être, ou se détacher d'eux-mêmes, ils vont s'engager tout de suite, pour pas avoir à faire cette réflexion-là. Oui. Puis ils accumulent séparation, divorce, ça recommence. Oui. Ouais. Alors, on parle à Anne, c'est notre sujet aujourd'hui. Bonjour Anne. Oui, bonjour Janine. Oui, bonjour Anne. Moi, j'appelle pour mon amie. Pardon? J'appelle pour une amie. Oui. Elle est mariée depuis 10 ans. Elle a 2 enfants, 3 ans et 4 ans. Et son mari a eu un accident il y a 5 ou 6 ans environ. Et il a un bras amputé. Oui. Et dans un moment, elle m'a demandé d'appeler pour elle parce qu'elle ne veut pas parler au téléphone. Pourquoi? Parce que... J'appelle pour elle Oui. parce qu'elle ne veut pas parler au téléphone. Pourquoi qu'elle ne veut pas parler au téléphone? Elle veut pas. Okay. Elle m'a demandé de faire ça pour elle. Okay. Et dans un moment d'intimité, vous comprenez ce que je veux dire? Non. Lui, je veux dire, en faisant l'amour, lui est tombé sur elle. Et une côte de cassée. Elle est allée à l'hôpital. Mais depuis ce temps-là, elle a peur de lui. Elle le voit comme un monstre. C'est un homme qui est très très grand et maigre. C'est un bon père de famille. Mais elle est restée avec la peur de... Sa peur en cache une autre. D'abord, est-ce que c'est vraiment vrai que la côte a été fracturée à cause de ça? Oui, elle est hospitalisée. Ben, c'est la première fois de ma vie. Oui, c'est la première fois. Oui. Mais regardez, Anne, on n'hospitalise pas quelqu'un pour une... En même temps, un traumatisme parce qu'elle a eu peur. Non, mais on n'hospitalise pas quelqu'un pour ça, ça n'a pas de bon sens. Elle a passé presque une semaine chez elle, là, et c'était un cauchemar. Regardez, Anne, non. Elle a eu peur de lui. Non. Autrement dit, non, Anne, Janine, oui. On arrête ça. Non. Premièrement, elle n'est pas capable d'écouter. Deuxièmement, ça n'a pas de sens. OK? Des niaiseries, là. Bon, c'est bien beau appeler pour les autres, mais il faut avoir un once de jugement aussi. Bon, alors on parle à Louise. Bonjour, Louise. Bonjour à vous deux. Bonjour, Louise. Docteur Maillot, une petite parenthèse, je vais vous demander quelque chose. Oui. Pourquoi vous avez choisi le cheval? Pardon? Pourquoi vous avez des chevaux? Qu'est-ce que vous aimez en eux? Je ne sais pas, j'ai été élevé avec des chevaux. Je suis un habitant. J'ai grandi là-dedans, moi. Ça fait que c'est difficile pour moi de... C'est pas comme quelqu'un qui n'a pas été exposé à ça, qui choisit ça. Et puis je vous répondrai simplement parce que j'aime ça. Bon, c'est bien. Vous avez parlé un peu des femmes qui se promènent à Hollywood à moitié nues? Ben, pas à Hollywood, à Montréal, partout, dans les galas. C'est rendu que les galas, c'est une foire de seins et de fesses. Regardez bien puis de dos, hein, vous vu les dos? Docteur Maillot. Non, mais il y en a qui ont des super dos, par exemple. Écoutez-moi. Je dis pas que les dos sont pas beaux, là. Docteur Maillot. Oui. C'est le pouvoir féminin. Elle l'utilise contre le pouvoir religieux. En Afrique, dans les tribus, les femmes portent les seins nus. Et alors? C'est ça, c'est quasiment normal. C'est vrai, de façon culturelle. C'est normal. Hein? Je pense que je vais écouter Louise. Oui, ben oui. Louise, venant de moi, ça aurait été un propos misogyne, mais venant de vous, ça va peut-être être beaucoup. Ça vient faire avec les seins à l'air, la moitié des seins à l'air, ça, là. La femme, vous savez, vous parlez du mariage, on parlait des religions toutes, hein? Oui. La femme a toujours été bâillonnée, pour ne pas parler. Elle a trouvé le moyen de se faire entendre, à sa façon. Parce que on sait que l'homme a la... Comment est-ce qu'on dit ça? La chair faible. Oui, c'est une façon de dire, là. Oui, il y a l'érection fragile. Non, l'érection facile. Non, mais fragile, oui, mais facile. Il en perd son... Oh oui. On dit la chair. La femme, je pense, c'est l'homme. Alors l'homme a l'érection facile, oui. Bon. Justement. Fait qu'avec ça, elle va se placer un peu partout en ce moment. Ça se produit dans le monde entier. Pour pouvoir aller chercher des renseignements nécessaires à des étudiants qui sont dans la rue en ce moment. Ils sont pas là seulement pour l'argent. Ils sont là pour protester contre les multinationales. Le mariage
en elle-même est une multinationale, M. Maillot. Savez-vous combien d'argent qui se fait là-dedans? Oui. Non. Et alors? Non, combien? Pierre, rendu au 3e divorce, tu te remeubles pour une 3e fois, tu rachètes C'est une plein plus d'argent grosse... là-dedans. Oui, c'est vrai que C'est une multinationale. Quand on parle de multinationale, on ne parle que d'argent. Le reste n'a pas d'importance. L'humain n'a plus d'importance, Dr. Maillot. Ce matin, Louise, vous savez, on peut un peu sauter, mais ce matin, dans un grand quotidien, on nous apprenait qu'au Canada, pour coiffure, esthétique et sauna, il s'est dépensé en 2003 2 milliards et demi de dollars. Oui. Coiffure, esthétique, sauna. Alors, nous sommes dans la carrosserie, Pierre. Ça part de la robe, ça part des fêtes, ça part des fleurs, ça part des mots, esthétique, sauna, 2 milliards et demi de dollars au Canada dans un an. Et Pierre? Yves Lamontagne! Yves Lamontagne! Ce grand... Attendez, c'est à mon tour de faire une petite sortie. Yves Lamontagne, ce grand président du Collège des médecins du Québec, est venu affirmer lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche il y a 2 semaines, que nous étions des pauvres. Oui. Nous étions des pauvres. Nous n'avions pas à craindre le privé au Québec en médecine parce que nous sommes pauvres. 2 milliards et demi en coiffure, esthétique et sauna au Canada. J'ai vu le Nous programme, sommes pauvres en pas pour rire. J'ai vu le programme, il va y avoir Alors du je sport. me tais, j'ai assez parlé. J'ai vu le programme, il va y avoir du sport. Oui. Vous avez raison, c'est ce que monsieur a dit. J'ai vu le programme. L'avez-vous entendu, ce propos-là? Oui, monsieur. Mais ça a résonné quoi dans votre tête, à vous? Ça a résonné, ça a fait pouf. Un petit pouf, puis sa vis-à-vis aussi. On dirait qu'elle a perdu un petit peu l'équilibre. J'ai eu l'impression, moi et tout. Ben, je l'aime beaucoup, elle, hein, comme animatrice. Oui, mais elle a changé de sujet, ça n'a pas continué là. Elle n'a pas demandé, que voulez-vous dire, M. Bradway? Je vais répondre à votre question de mariage. Oui. Bon, et divorce. Quand on se marie, Dr. Maillot, la religion catholique nous dit pour le meilleur et pour le pire. Elle nous avertit qu'on peut avoir du pire. Qu'est-ce que peut être le pire pour vous dans un couple? C'est l'homme qui boit, qui abuse de sa femme, qui abuse de ses enfants. Il y a tellement de choses, qui peuvent être dans le pire. Et la madame qui parle ou qui fait semblant de ne rien voir pour respecter ses vœux qu'elle a fait quand elle s'est mariée, ça c'était le Québec, peut-être des années 70, 60. Ouais. Je sais pas si ça existe. Ça? Bon, et alors? Alors la religion disait qu'il faut endurer, puis quand les femmes allaient se plaindre de ça au curé, le matin. Offrait ça à Dieu pour avoir des indulgences. C'est-tu un conseil comme ça que je répondais? Et alors, est-ce que notre religion est meilleure que les autres? Non, il n'y a aucune religion, c'est rendu ridicule, là. Regarde. On prend quelqu'un d'autre. Allez, bye. Vous avez dit des belles choses. Bon. On va faire la pause. Et on revient. Dans tout son charabia, de temps en temps, nous en sort des bonnes, par exemple. Des milliers de dollars. Juste avant de parler à Gérald, Pierre, c'est un aspect là, de notre sujet aujourd'hui. On parlait de séparation, de divorce à répétition. Et bon, tu te poses des questions là-dessus. Tu veux sortir de l'engrenage, bon, etc. Mais il y a une chose, c'est un petit peu en lien avec ce qui a été dit précédemment. Oui. Quand ça fait 2 fois, 3 fois qu'il y a du fois, il y en a qui restent, même s'ils se retrouvent dans le même schéma, dans le même engrenage, parce qu'ils disent, là, je continue. Là, je suis la recette de nos grands-parents, et là, je continue, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vivrai pas un autre divorce et une séparation. Ça existe, hein? Tout ça existe. Oui. Tout ça existe. Oui. Et on parle à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Je pense que je réponds entièrement aux critères de votre sujet. Je suis rendu à ma troisième vie commune. Oui. Je suis marié depuis 5 ans avec ma conjointe actuelle. Oui. J'ai eu 2 relations quand même assez tumultueuses. Une première de 15 ans, une deuxième de 5 ans. Toutes les deux, je pense que c'est basé sur... j'ai basé mon idéologie d'une relation sur l'image parentale. Énormément de stabilité, énormément d'amour, énormément d'affection, énormément de responsabilisation, énormément de respect.
et on tente de reproduire le modèle auquel on est exposé. Gérald, oui. je suis complètement perdu. Je sais pas trop de quoi vous parlez, là. Ben, c'est-à-dire que dans les relations, on essaie toujours de reproduire un modèle que l'on connaît. Ben oui, mais pauvre vous avez rien compris. C'est Pardon? terrible ce que vous venez de dire. Voyons, dans une relation, on essaie de reproduire un modèle. Ben, écoutez, basé C'est quoi, sur c'est du l'éducation. copier-coller, ça, votre affaire? Ben, on est loin du sentiment amoureux, puis on est loin Oui, des besoins effectivement, personnels, là. Effectivement, c'est ce qui a causé deux échecs. Mais oui, mais vous avez été élevé dans quelle tribu, vous, là? Vous avez... Non, regardez, on a été très bien élevés. La seule chose, c'est que la conception que j'avais d'une relation conjugale, je la croyais idéale en essayant Non, mais regardez, Gérald, vous ne pouvez pas être bien élevé, bien préparé à la vie et être aussi croche que ce que vous laissez entendre. Ça va pas bon. Ça va pas ensemble. C'est ce qui a fait qu'il a fallu à un moment donné que je me dise, ben écoute, ça donne rien d'essayer de reproduire un modèle qui a fonctionné pour deux autres personnes qui ne fonctionnera pas nécessairement pour moi. Parce oui, mais c'est-à-dire que ça donne d'élever des enfants puis de les bourrer d'illusions. Ah, c'était pas, non, comprenez-moi, c'était pas de l'illusion, là, au contraire, on avait... Non, en tout cas, vous êtes comme l'autre tantôt. Vous développez, vous grandissez, puis vous dites, c'est moi qui... Tu sais, mon éducation, c'était ma responsabilité. Alors, je veux bien responsabiliser le monde, mais pas de leur éducation, là. Tu sais, j'essaie de... C'est ce qui a fait, après deux relations qui se sont soldées. Gérald, j'ai un petit problème avec ça, moi. Oui. Tu sais, les enfants bien élevés qui sont pas préparés... Ça a donné quoi de bien les élever s'ils sont pas préparés à faire face à la vraie vie? Comprenez-vous ma préoccupation, là? Oui. Souvent, c'est qu'on choisit un conjoint sans nécessairement... Mais non, vous êtes pas fort sur l'écoute, vous, là. Oh boy. Je pense qu'on a oublié de vous écouter quand vous étiez jeune, là. Non, on m'a bien écouté. Regardez, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que... Non, attendez un peu, là. J'ai fait un choix. Reculez. Alors, mettez ça sur pause, là. Oui. Puis backward. OK? On recule un peu. On recule un petit peu, là. Oui. Vous prétendez, vous dites, j'ai été bien élevé, mais j'avais une mauvaise conception de l'intimité. Je pensais avoir une bonne conception de l'intimité. Mais elle était mauvaise. Et oui. Maintenant, on en parle, là. Est-ce que on peut avoir été bien élevé et avoir une mauvaise conception de la vie commune? Absolument. Ah ouais? Ben, c'est-à-dire, c'est à double tranchant, votre question, là. C'est pas de double... Je pensais être sur la bonne piste. Oui. Vous ne l'étiez pas. Est-ce qu'on peut bien élever des enfants et qu'ils se retrouvent sur la mauvaise piste? Oui. Oui, quand c'est des mauvais enfants. Parce que mauvais élève ou quelque chose comme ça, c'est ça. Ben, écoutez, alors, vous avez eu des bons parents, mais vous étiez un mauvais enfant. J'ai fait un mauvais choix. Parce que vous étiez un mauvais enfant, vous avez mal appris, on vous a bien élevé, mais vous n'avez pas appris comme du monde. Sûrement. Sûrement? Ben, en fait, oui. Parce que... Ça fait pitié, mon Gérald. Quel âge avez-vous? 44. 44 ans. On va voir, c'est... À un moment donné, j'ai mis une pause sur la relation. En fait, j'ai commencé par me dire, prends une pause, ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça prendra le temps que ça fait du ménage. Attendez, je vais revenir avec une question. Est-ce que un bon enfant peut être bien élevé et se retrouver sur la mauvaise voie? Avec une mauvaise conception de l'intimité et de la vie commune? Oui. Je dis oui, écoutez... Qu'est-ce que ça donne? Un bon enfant mal dirigé. Mal dirigé, ça peut être ou bien mal dirigé ou faire un mauvais choix. Là, c'est plus là, on est rendu à 3, là. Non, mais écoutez... C'est vous qui prétendez que vous n'aviez pas la bonne idéologie. Personnelle. Oui. Mais qui vous a fourré ça dans la tête, cette maudite idéologie tronquée-là? Vous avez ramassé ça où? Ben, j'imagine que je me suis façonné cette image-là moi-même, là. Parce que... Janine, moi, j'en reviens pas. Je me suis façonné cette image-là moi-même. Mais il peut le croire, Pierre, il peut être honnête. Je me suis... il peut croire qu'il est honnête, c'est ça qui est catastrophique. Je me suis façonné... Écoutez, imagine que je suis pas tout seul dans le même bateau à ce moment-là, là. Est-ce que j'ai dit que j'étais seul? Je me suis fait une image idéalisée de ce que
pu façonner une idéologie moi-même. Ah, laissez-moi peser mes mots d'abord. Laissez-moi peser mes mots. Non, c'est que vous encaissez la responsabilité de votre éducation. Parce que, ben écoutez, le résultat, c'est 2 échecs. C'est incroyable. Ben, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. J'essaie de trouver une raison. Vous endossez sur vos épaules la responsabilité de votre élevage. Où est-ce qu'on peut ça? C'est ça une philosophie ou une... C'est avoir vos parents. Non, on est rendu loin. Hey, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que Gérald, vous avez dit au début? Il a parlé là, de ça. Il en a parlé de cette... Bon. Hey, ça, faut le faire. Ben, écoutez, Chris, pour vous dire l'affaire, Doc Mayou, là, venez me dire s'il n'y a pas quelqu'un qui ne se fait pas une idée de la relation qu'il va avoir avec une autre personne dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Qui s'est façonné une idéologie par voyons donc, je vais dormir au gaz. Je suis le seul qui pense ça. Non, c'est plein de monde comme vous. C'est plein de monde comme vous qui, bon, regardez, moi, qui se rendent responsables de leur élevage. Hey, là, il faut le faire, là. Non, je ne veux pas parler de la responsabilité de l'élevage, mais... En tout cas, continuez, là. Continuez, on est en train de vous mettre le chaud derrière, j'aime ça. Pour une fois dans la vie, peut-être que vous êtes en train de m'aider à comprendre des choses, mais... C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait d'une relation intime... L'idée qu'on se fait pour avoir une relation... comment je peux dire? Une relation... oui, mais pas Gérald, on se fait pas une idée avant de plonger dans l'eau. Tu sais, je me fais une idée de choquer la natation, j'ai pas plongé dans l'eau. J'essaie de vous dire depuis tantôt, ça s'est soldé par 2 échecs parce que je me suis fait à l'idée que peut-être que ça pourrait fonctionner de cette façon-là, si. Et ça n'a pas marché. 2 échecs. En tout cas, c'est du dirigisme affectif, mais continuez. J'aime bien votre féminisation. Continuez. Ah, ben là, écoutez, ça n'a rien avec la féminisation là-dedans. Voyons donc. C'est normal en 2005. Il m'arrive d'échapper des obscénités, Gérald. Pardonnez-moi. Continuez. Comment? Il m'arrive de proférer des obscénités. Non, écoutez, arrêtez-moi avec votre féminisation, là. Continuez. Ça peut arriver dans une relation qu'une relation ne marche pas parce que, pour X raisons. J'ai l'impression d'entendre une femme placoter. En tout cas, continuez. Mais un homme peut s'interroger, Pierre. Parfait. Tant qu'à tomber dans le ridicule, là, puis se faire abouer, écoutez, j'essaie de faire part d'une expérience personnelle en pensant que, parce que j'ai pris une pause en disant, ben écoutez, je suis peut-être pas dans la bonne piste, fais de l'ordre dans tes idées, puis après ça, tu verras t'engager dans une relation avec une autre personne. Basé sur le vécu, basé sur le résultat des expériences vécues. En regardant ce qui a été bon, puis en laissant de côté autant que possible ce qui a été mauvais. Comment peut-on vivre l'intimité, une intimité masculinisée? Ben, je pense que vous parlez pas au bon gars là, en termes de masculinisation. Là, écoutez, je vis dans une relation où présentement, depuis les ans derniers, où c'est excessivement nourrissant sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Okay. Il y a eu un progrès? Okay. Il y a eu un progrès parce qu'il y a eu une réflexion de ma part, une introspection. Il y a pas juste, c'est pas juste la faute de la conjointe. Il y a de responsabilité des deux là-dedans. Tout à fait. À des degrés différents, mais oui, vous avez raison. Moi, ce qui me concerne, c'est ma part de responsabilité de l'échec. Pourquoi? Oui. C'est ce que j'essaie de vous exprimer depuis tantôt. Mais là, vous me parlez de féminisation. Rien à voir avec la féminisation là-dedans. Voyons donc. Donc, la troisième relation... Elle est excessivement nourrissante. Bon. Elle est excessivement grandissante sur le plan personnel, sur le plan affectif. J'imagine que l'expérience passée m'a dicté des choses, m'a enseigné des choses que j'ai bien appris cette fois-ci. Oui, et le cœur du problème tourne, dans votre cas, tournait autour de quoi? Pourquoi ça flanchit dans les deux autres? Non. Hein? Le cœur de votre problème tournait autour de quoi? Je dirais peut-être... vous avez mentionné de dirigisme affectif. C'est peut-être ça la raison des 2 échecs. Oh maudit Noro, il reprend mes mots.
Ben, écoutez... Mon espèce de Gérald! Vous êtes sympathique. Vous êtes le professionnel de la santé. Vous connaissez votre jargon mieux que moi. Non, il n'est pas plus. Mais c'est Gérald qui fait répondre. Non, mais vous êtes habile, Gérald. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes bon. Vous vous en sortez en réutilisant mes propos. C'est pas pire. Vous êtes pas pire. Ben, tu sais, ça... Le résultat est important. Je m'excuse de vous interrompre. Oui, je m'excuse d'interrompre. Je ne veux pas vous taxer de ne pas vous écouter. Non, allez-y. Non. Le postulat de dire que, bon, la maudite féminisation du monde, regardez, là, j'en endosse pas ça, mais pas pantoute. J'ai pris conscience de mon rôle de conjoint, de père, et d'être humain responsable. Et comment avez-vous réussi? C'est ça. En regardant dans le miroir et en me disant pourquoi ça n'a pas marché. Et qu'avez-vous découvert? Que j'avais la fâcheuse habitude de vouloir reproduire un modèle de relation qui ne convenait pas à la conjointe. Chercher une recette. Comme une recette. Pourquoi aviez-vous la fâcheuse habitude de reproduire un modèle qui ne convenait pas à la conjointe? Parce que ce que j'ai connu comme image de relation de couple, et je fais référence à mes parents, c'était une relation nourrissante, c'était une relation intelligente, c'était une relation qui était agréable sur le plan familial. Mais à nouveau, mon cher Gérald, comment ça se fait qu'une belle relation comme ça ne pouvait pas être reproduite? Vous avez rencontré uniquement des mauvaises femmes? Ben, peut-être, écoutez, je ne veux pas jeter le blâme sur les ex-conjoints, mais disons que les ex-conjoints n'ont pas aidé. Il y a quelque chose d'incongruent dans cette histoire-là, mais c'est le fun. Merci d'avoir appelé. Oui, d'avoir persévéré jusqu'au bout de l'appel. Parce que Pierre, c'est pas évident votre affaire. Vous l'avez cuisiné, là. Oui, vous avez été fin, Gérald.